Je vais vous faire un aveu, on n'est pas en direct, et puis étant donné que je suis d'un naturel paresseux, j'ai demandé à Arnaud Guyot-Janin de prendre la direction des opérations à ma place pour cet entretien avec Jean Faure, l'itinéraire de Jean Faure. Arnaud, à vous la parole. Alors oui, j'ai fait effectivement en sorte d'inviter Jean Faure pour qu'on parle de son itinéraire spirituel. Jean Faure, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans les studios de Radio Courtoisie. Peut-être que la dernière fois c'était chez Serge de Beketch d'ailleurs. C'est ça, toujours avec grand plaisir. Toujours avec un grand plaisir. On va évoquer bien entendu votre vie, votre œuvre, votre itinéraire spirituel. Et je sais que vous avez à cœur aussi un certain nombre de poèmes que vous avez écrits, que vous avez rédigés et qui seront lus à la fois par un de vos amis dont je vais parler et par vous-même. Alors je rappelle que vous êtes écrivain, poète, métaphysicien. Va y avoir également comme personnes qui pourront vous poser des questions ou rebondir sur vos propos Christophe Valois, écrivain, co-organisateur des cafés métaphysiques et des conférences Sol Invictus, le docteur François Plantet, neuropsychiatre, Pascal Brahami-Lassalle, qui est lecteur passionné de Jean Faure, et puis Eva, qui va m'accompagner avec Serge de Beketch pendant cette émission en tant qu'assistante et qui va vous présenter tout de suite. Eva, vous pouvez présenter Jean Faure, je crois. Oui, avec plaisir. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir demandé de présenter Jean Faure, si toutefois il est encore nécessaire de le faire à Radio Courtoisie. Merci de me donner aujourd'hui la joie et l'honneur d'être un modeste prélude à cette émission. Présenter Jean Faure, c'est parler à la fois de l'homme et du créateur, ce grand artiste que nous connaissons à travers son œuvre. L'œuvre d'un homme de synthèse, à la fois poète, écrivain, conférencier, métaphysicien de tradition, attaché en particulier à la théologie mystique du catholicisme médiéval et, depuis les années 60, à la suite des travaux de René Guénon et de Paul Lecourt, à une authentique vision de la tradition. Citons, parmi ses principaux ouvrages, La France mystique, édité chez Derville, Introduction à la géographie sacrée de Paris, Barque d'Isis, aux éditions du Borrego, 3 recueils de poèmes, dont le dernier, Cantate du temps et de l'éternité, toujours chez Borrego. Et puis, cette somme magistrale qu'est son cycle de l'humanité adamique, Introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle et de la fin des temps, que nous trouvons chez Derville Livre, suivi des Portes du 3e millénaire, paru en 1994 aux éditions Ramuel. Ajoutons à cela de nombreux articles, environ 600, dont ceux parus dans la revue Atlantis, à laquelle il collabore de longue date. Il est également l'auteur des scénarios et commentaires de 5 films réalisés par Paul Barbanegra de 1974 à 1981 pour FR3. Ce sont Versailles, le palais temple du roi Soleil, le Mont Saint-Michel et l'archange de lumière, Notre-Dame de Paris, rosace du monde, Reims, cathédrale du Sacre, et Paris, arche du temps. Il est évident qu'en cette période que Jean Faure qualifie d'inculture encyclopédique, un homme d'une telle verticalité ne peut que déranger. On reconnaît, en effet, aujourd'hui la qualité spirituelle d'un artiste à l'obscurité où le maintiennent les forces médiatiques et autres intelligentsia du politiquement correct. Dans le climat crépusculaire de cette fin de siècle qui est la fin du cycle, dans cette société déboussolée au sens propre, la subversion actuelle lui ayant fait perdre toute orientation, à l'homme à 1000 lieues de son orient intérieur, Jean Faure, veilleur et éveilleur, offre la qualité d'une pensée tout entière tournée vers le haut, avec tous ceux qui parlent de spiritualité, de sens du sacré et réveillent à travers la connaissance de la tradition l'essence des symboles. De même que seul l'œil du cœur peut pénétrer le langage de ces symboles et nous aider à capter les signes, de même devons-nous apprendre à ouvrir l'oreille du cœur pour écouter le message de Jean Faure.
Merci Eva. On vous écoute Jean Faure. Est-ce que vous pourriez compléter cette présentation? Est-ce qu'il vous paraît y avoir peut-être des carences ou est-ce que vous croyez que ça a été totalement exhaustif? Oui, et c'est même tellement flatteur que j'en fais confus et que je n'ai pas envie d'ajouter le moindre mot. Est-ce que c'est conforme à la réalité? Je souhaite que ce le soit. C'est tout ce que je peux dire. Alors on vous connaît en tant qu'homme de tradition puisque vous avez écrit de nombreux livres, on va revenir dessus. Vous avez également donné un entretien à Éric Vattré dans La droite du père, livre édité aux éditions Guitry Daniel. Et je vous avais contacté à l'époque d'un livre que j'ai publié aux éditions Guitry Daniel qui s'intitule Enquête sur la tradition aujourd'hui, où je posais une question à tous les intervenants. J'avais pas pu vous contacter parce que vous aviez des problèmes de santé, qui se maintiennent encore aujourd'hui. Et je voulais vous demander, comme à eux, ce que vous entendiez par tradition, puisque c'est un mot qui a un peu aujourd'hui déserté les esprits. Bon, tradition, c'est tradere, le verbe latin, transmettre. Bon, alors, qu'est-ce qui est transmis? Tout un métier, un tour de main, la façon de cultiver la vigne ou de faire des enfants, tout ça c'est une tradition. Bon, mais la tradition avec un grand T, telle qu'a restauré le mot, en particulier René Guénon, c'est même, j'appelle ça, moi personnellement, ma petite définition, c'est la mémoire spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des connaissances, non pas seulement du savoir, qui est le plafond atteint par nos officines d'intoxication républicaine et matérialiste, mais ce qui fait l'homme debout, et non pas seulement l'homme horizontal. C'est-à-dire que ce qui le rattache à Dieu. Et la tradition est basée sur la triplicité du monde et de l'homme qui est un microcosme du monde, c'est-à-dire sur le corps, sur l'âme du monde de Platon, et sur l'esprit qui n'est pas nous, mais auquel nous sommes rattachés par la partie supérieure de notre âme. Et c'est cette mémoire, et tout ce qui implique justement cette mémoire, et qui féconde toutes les connaissances verticales justement entre Dieu et la nature en passant par nous, qui forment la tradition. Alors vous avez cette particularité, Jean Faure, que dans les penseurs traditionnels contemporains, il y a des doctrinaires comme Jean Borella qu'on recevra prochainement, il y a des hommes de littérature, des poètes, et vous êtes un petit peu à la confluence de tous ces domaines-là, puisque vous êtes à la fois écrivain, théoricien et poète. Et je crois que vous accordez une grande importance à la poésie, c'est ce qui fonde un petit peu votre démarche initiatique. Oui, vous avez tout à fait raison. Quand on me dit, qu'est-ce que vous faites, Jean Faure? Je dis, je fais des conférences, je fais des articles, je fais des dessins, des peintures, je fais des livres, je fais ce que je peux, de moins en moins d'ailleurs, étant donné le poids du temps sur mon corps. Mais quand on me pose une question plus précise, non pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes, ce que je réponds tout de suite, je suis poète et métaphysicien. Tout a commencé par la poésie pour moi. On va demander à Pascal Bramy-Lassalle de nous lire un de vos poèmes qui s'intitule La vigne, je crois. La vigie. La vigne. La vigne. J'ai célébré le vin. Révélateur. J'ai célébré le vin, mais le vin en tant que symbole, bien sûr, vertical, relais entre l'eau, le sang et la lumière, et qui existe avant le christianisme, comme nous l'a appris Simone Weil dans les intuitions pré-chrétiennes. La philosophe, pas la politicienne. Et là, je précise. Oui, tout le monde, personne ne va faire. Ah, ben si, si. Quand même, les auditeurs de Radio Courtoisie sont quand même pas des. Bon, ici. On va revenir sur la grande Simone. Il n'y a plus qu'Arnaud Guillaume pour se souvenir qu'il y en a une autre qui s'appelle Simone Weil. Non. On va revenir sur la grande Simone. L'autre, je l'appelle l'avorteuse. Elle n'est pas ici. Bon. Elle n'est pas ici. Je croyais qu'on ne devait pas faire de politique. C'est pas de la politique, c'est de la voirie. Alors justement, ce poème, j'avais prévu au moment où j'arrive à Paris. Mais après tout, étant donné la partie centrale thématique qu'occupe Paris dans mon inspiration, pas seulement poétique, dans toute ma vie, je trouve qu'en effet, c'est pas mal de le mettre en exergue de ses propos. Pascal, nous t'écoutons. La vigie. L'île de la cité sonore dans le vent cingle vers le crépuscule, et son vol semble vivant.
L'île de la cité de ses vieux ponts de pierre rame l'eau lourde où ses fleurs saignent en écume de lumière. Les quais de la cité mouillés sous le soleil fondent en nuit le ciel des eaux, avec l'âpre roulis tout peuplé du parfum qui fume et qui sommeille de mon ivresse, tour de feu, d'orgueil, de songe et de folie. Au bout de la flèche ivre et ruisselante d'or, ô vigie balancée, dans le couchant je rêve et dors, et les oiseaux de feu qui me hantent allument autour de moi les yeux des saints captifs des neiges de leurs plumes. Pilote ivre, j'emplis le ciel de mon appel, je vais de flèche en flèche et je contemple l'univers, des tours de Notre-Dame à la Sainte Chapelle, écoutant longuement sous moi, dans la nuit claire, dans un moutonnement d'amour et de colère, Paris profond, Paris phosphorescent, chanté comme la mer. Sublime. Jean Faure, vous avez écrit ce poème il y a combien de temps? Il est daté de juillet 1947. Oh là, plus de 50 ans. Oui, mais c'est au moment où je retrouvais Paris. Alors, vous avez vécu en Indochine pendant un certain nombre d'années. Alors on y vient. Justement, parce que... On commence par le début de votre vie. Il faut expliquer pourquoi, étant donné que... Si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro. Tout tourne autour de Paris pour moi, en tant qu'inspiration présente comme lieu de mon travail, de mon inspiration, etc. Paradoxalement, je vous dirais que aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, là, je ne veux pas m'appesantir trop longtemps sur mes souvenirs d'enfance, mais ils sont fondamentaux. Rappelez-vous Peggy qui disait que tout est joué avant 12 ans. En effet, quelles mutations me sont arrivées autour de ces années-là? Eh bien, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs d'enfance, je parle 2-3 ans, c'est un fleuve que je vois. Ce n'est pas la Seine. Fleuve beaucoup plus vaste, une vaste courbe, de l'autre côté des palétuviers, à mes pieds, des pousse-pousse, des marchands, un peu plus loin, au confluent de l'arroyo chinois, le début du port commercial avec des paquebots des chargeurs réunis et des messageries maritimes. Et là, tous mes souvenirs de navigation entre la France et l'Indochine, 5 fois, 6, si je compte la première traversée qui a été faite dans le ventre de ma mère. Alors tout de suite, excusez-moi, j'ai une trachéite chronique, mais j'espère ne pas trop gêner mes auditeurs. Non, mais nous sommes plusieurs dans ce cas. Je suis né le 26 novembre 1928 à 2h45 du matin à Cholon, qui est la ville adjacente à Ségon. Cholon, c'est Tiaolène, c'est le grand marché, c'est la ville chinoise. Et ce qui fait que c'est très, très, très important au point de vue numérologique, plus encore qu'astrologique. Avec le décalage horaire, je suis donc né sur le plan du temps universel, qu'on appelait autrefois Greenwich. Je suis donc né le 25 novembre à 19h45. Le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Or, sans cesse dans toute ma vie, j'ai vu des connotations, des correspondances, oui, au niveau baudelairien, qui me montrent que Sainte-Catherine, je ne dis pas que s'est penchée vers mon berceau, il ne faut même pas être trop prétentieux, mais enfin, elle m'accompagnait depuis le 29 avril 1964, depuis 54 ans, depuis 34 ans, j'habite en un lieu qui fut le prieuré de Sainte-Catherine du Val des Écoliers au Marais, rue Turenne. Alors avouez que c'est quand même étonnant, il y a un tas de choses comme ça qui sont... Et puis alors, je suis très attaché à une Catherine Emmerich, etc. Bon, bref, je déroule un peu les premières années de ma vie qui vont expliquer le reste. Bon. Mon père était commissaire de police à Ségon. J'ai été
élevé entre des pagodes chinoises, des temples hindous, etc. Mon père, de temps en temps, me faisait visiter un tas de choses. Mon père est issu de la famille Fort de Pondichéry, qui elle-même, d'après la saga de la famille, est issue de la famille Fort d'Entremont, F-A-U-R-E, Savoie, Provence, etc. Un de ces Fort d'Entremont, Jean-Frédéric Fort d'Entremont, a fait la guerre contre les Anglais, comme tous les gens normaux en France, surtout à l'époque, sous Louis XV. Il m'en est resté quelque chose. Et ayant, comme les Français sont vraiment pas racistes, surtout sur le plan sexuel, il a fait des enfants avec une délicieuse tamoule, enfin que je présume délicieuse, et ça fait, et pour ne pas avoir d'ennui avec sa famille noble de métropole, il a changé le F en PH. Ouais. C'est tout, voilà. Parce que quelquefois on me dit, mais pourquoi vous écrivez F avec un PH, comme pharmacie ou philosophie? Alors, bon, ceci passé, ça n'a pas une importance énorme, mais enfin, tout ça en a eu une quand même, sur le plan de l'arithmosophie, si on voit la guématrie des lettres, etc. J'ai été baptisé à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Cholon. Ma mère était de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Et mon père a rencontré ma mère rue de Vaugirard en 1928 même, oui, février. Et puis moi je suis... ils se sont mariés à l'église Sainte-Croix de Parthenay. Mon père a emmené ma mère sur le bateau. Et là, j'ai fait ma première traversée. Puis j'ai été pendu à l'arrivée à Cholon. en fin 28. Bon, première... Alors là, je ne vais pas en faire une litanie. Dès que je suis sorti, premiers accros de santé, avec le premier biberon, etc., ça n'a jamais cessé depuis 70 ans. Bon. Comme si je m'étais trompé de planète. Bon. Fallait peut-être pas boire de lait. Comment? Fallait peut-être pas boire de lait. C'est peut-être ça le problème. J'ai essayé le vin, mais c'est un peu précoce, un peu tôt quand même. Insomnie. Dès l'enfance, et même au lycée, je sommeille en classe. Je suis éveillé la nuit et, étant donné la chaleur, les maisons avec terrasse, etc., je chipe les jumelles de mon père et quelle est ma grande préoccupation la nuit? Regarder les étoiles, les trous de la lune, etc., etc. J'en ai trouvé bien d'autres des trous, mais beaucoup plus prosaïques. Et ma foi, tout a commencé par la contemplation du ciel, le silence, la solitude. Je pourrais dire comme Baudelaire dans Mon cœur mis à nu, dès mon enfance, sentiment de profonde solitude. Une solitude féconde, une solitude peuplée, une solitude faite de la communion avec l'âme du monde, si je veux dire. C'est très prétentieux, mais c'est comme ça. C'est un état mystique. Je n'y peux rien. Et question d'être digne de ça, c'est autre chose. Astronomie, dessin. Alors là, ma mère, qui me menait partout et qui était si jeune qu'elle me présentait comme son petit frère, elle me mettait quelque part à une table de café un papier et un crayon. Elle pouvait revenir me chercher 2 heures après. J'étais toujours là avec mon papier et mon crayon. Ça n'a jamais changé d'ailleurs. Puis j'ai toujours des feutres dans ma poche, etc. Bon, solitude, contemplation, prière. Qui m'a appris la prière? Personne. C'est instinctif. Ma mère ni mon père ne m'ont jamais vraiment bien parlé de religion. J'ai eu une grâce dans ma vie, alors que j'ai pas mal de boulets à traîner, une grâce donnée, vraiment un don extraordinaire, la foi. Je n'ai jamais pu comprendre qu'on n'ait pas la foi, mais une foi, disons, directe, avec Dieu à travers la nature, et non pas, disons, une foi genre janséniste ou protestante ou d'un certain intégrisme catholique qui fait le vide entre Dieu et nous. Alors il y a un mot qui est très présent dans votre œuvre, c'est le mot de gnose, qui fait angloser justement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous voyez la gnose qui se différencie du gnosticisme? Évidemment, je veux dire par là, d'abord, la gnose, vous êtes,
peut-être mieux placé que moi pour répondre à ça, surtout que vous l'avez fait dans un numéro récent. Chez Serge de Beketch, dans son journal, exactement, France Courtoise, hein, exactement, et je me suis délecté à le lire, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas la prétention de vous corriger, mais je veux dire que j'ai adhéré totalement à ce que vous dites. Alors, est-ce que vous alors, je n'ai pas, vous permettez, je n'ai pas à ajouter, ni à vous corriger. Est-ce que vous permettez alors que j'en puisse lire ce que vous avez dit à Éric Vattré dans son livre, et là vous définissez la gnose. Alors, allons-y. Gnose. On va m'en poser. Gnose signifie connaissance, et l'aspect gnostique des églises des premiers temps, car elles ont toujours été multiples, représentent l'état où elles se trouvaient lorsque la tradition orale fécondait encore l'écriture et lorsque l'exotérisme, ce qu'on peut livrer à la foule, n'était pas encore coupé de l'ésotérisme, l'enseignement des profondeurs et des altitudes auxquelles seule une élite spirituelle peut avoir accès. Je ne puis ici ouvrir une bibliographie qui figure en grande partie dans mon essai intitulé « Le cycle de l'humanité adamique ». Donc on peut préciser que c'est édité chez Dervy. Ce qui caractérise les intégristes, que je distingue des traditionnalistes qui me sont chers, c'est leur ignorance encyclopédique en matière de métaphysique, de symbolisme, de théologie et d'histoire de l'Église. Et vous avez publié très récemment un ouvrage, enfin un de vos amis, Maurice Conat, que vous aviez cité déjà antérieurement dans Les Portes du Troisième Millénaire, que vous avez cité, vous avez fait une préface et on va lire une citation. Alors avant de lire la citation et avant de donner la parole à Jean Faure, je voudrais rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie. Vas-y. Voilà, donc dans le livre de Maurice Conat, Troisième Millénaire ou Septième, point d'interrogation, La France dans la parousie, dans cette préface de ce livre, vous écrivez, Jean Faure, la loi des cycles du temps qualifiée nous donne la réponse. La réponse à quoi? La réponse à la fin des temps. Et puis vous dites qu'il y a un changement qui s'est opéré à travers la loi cyclique. Celle-ci faisait partie de la gnose originelle du christianisme et donc du gnosticisme qui est hérétique, avec la symbolique, l'arithmosophie, la géographie sacrée, l'astrologie religieuse, le prophétisme, l'eschatologie, etc. Toute connaissance abondamment illustrée en l'iconographie de nos cathédrales médiévales. Au fur et à mesure que la théologie est devenue rationaliste, réductrice, horizontale, ces connaissances ont été délaissées par un clergé de moins en moins cultivé et de plus en plus sourd aux divers niveaux de compréhension de la révélation originelle. Cela nous renvoie un petit peu à un penseur auquel vous vous étiez intéressé, notamment dans la revue Atlantique, Joseph de Maistre, qui disait « Le christianisme n'est pas né le jour où naquit le Christ, mais le jour où naquirent les jours », ce qui nous renvoie à une révélation primitive, à une tradition primordiale. Mais je crois que le docteur François Plantet voulait intervenir sur la définition du mot gnose. Oui, effectivement, c'est un mot qui a été d'ailleurs très bien analysé par Jean Borella, qui a souligné qu'en grec, il y a deux mots pour dire la connaissance, gnosen et épistémé, et que le mot de gnose a été choisi dans un sens très précis de connaissance divine qu'on retrouve partout dans les évangiles et qui avant, comme il est dit dans la préface, avant le christianisme, c'est déjà le christianisme, comme l'a écrit notamment Saint Augustin. Et avant, les pères hébraïques, les kabbalistes, donc dont le mot veut dire tradition, insistaient. Alors là, je vais citer un des traités les plus essentiels de la Kabbale qui est vénéré du rabbi Joseph J. Castiliensis, qui s'appelle Sha'arei Haora, les portes de la lumière. Au tout début, il fait remarquer que dans le psaume 91, qui en latin c'est Qui habitat in adjutorio altissimi, il fait remarquer qu'il est dit, à la fin c'est Dieu qui parle. Il est dit, il a donné à ses anges l'ordre de te porter afin qu'à la pierre ton pied ne heurte. Et il dit, parce qu'il connaît mon nom, dit Dieu, je le sauverai, je lui ferai voir mon salut, qui c'est d'ailleurs Yeshuani, c'est-à-dire le nom de Jésus qui apparaît dans le texte hébraïque. Et le mot qui est utilisé en hébreu, connaissance, est exactement le mot de gnose. C'est-à-dire que le rabbin dit, tu remarqueras qu'il n'est pas écrit parce qu'il a prononcé mon nom, mais parce qu'il connaît mon nom. Donc, notre devoir, c'est de connaître Dieu, et cette connaissance, c'est la gnose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et lorsqu'on lit avec attention le livre de Saint-Irénée, ce que ne semblent pas faire certains détracteurs qu'on ne citera pas, ça paraît tellement évident qu'il me semble même qu'il ne devrait pas y avoir de la moindre controverse à ce sujet. Vous préférez vous tenir à couvert, quoi. Par exemple.
mais Jean Faure, vous disiez que vous aviez eu très tôt la foi et que c'était une des divines grâces qui vous avait été accordée par le ciel. La gnose n'est rien d'autre que l'approfondissement de la foi, alors que le gnosticisme est une sorte de démonisme prométhéen qui fait qu'on se croit initié, qu'on ne passe pas d'abord par la voie exotérique, d'abord par la foi. D'abord, la gnose et l'ésotérisme, que je vais à nouveau définir, s'opposent au gnosticisme et à l'occultisme. La gnose véritable, l'ésotérisme, c'est quelque chose de complètement désintéressé et pour lesquels, au fond, vous recevez un don. Et ce don, il est de votre travail, de votre honneur, de le développer et de le comprendre. Cocteau disait, qui est bien autre chose que le listrion que les médias en ont fait, disait la chose suivante, ce qui a été pillé par l'abominable Picasso, je trouve, ensuite je cherche pourquoi j'ai trouvé. C'est très exactement ça. Et je vais vous donner une définition de l'ésotérisme par le grand Schwaller de Lubix, dans les propos sur l'ésotérisme et symboles en 1947, qui est d'une densité extraordinaire. L'ésotérisme est l'aspect spirituel du monde, inaccessible à l'intelligence cérébrale. Voilà pourquoi nos officines de savoir et une partie de l'Église romaine devenue protestante et apostate est absolument incapable d'entrer dans la notion même d'ésotérisme. Alors rentrons charitablement dans votre parcours spirituel, initiatique. À l'époque que je viens d'évoquer, je n'étais pas encore à me poser ces questions, mais disons que j'étais dans un milieu mental qui me prédisposait à poser ces questions ultérieurement. Alors que vous arrive-t-il justement? Eh bien, il m'arrive la chose suivante, c'est qu'en compagnie de ma mère, je passe 2 ans en France, entre 1937 et 1939. Et là, à Nice, dans les villes d'Eau, Vichy, Châtel-Guyon, etc., la révélation de Paris. C'est là que, tout à l'heure, j'aurais pu faire lire également la Vigie. Révélation de Paris, à l'âge de 9 ans, à l'âge où Dante tombe amoureux de sa Béatrice. Béatrice, c'est Paris. Et je me demande si il a existé, je me vante là, et bien sûr, mais tant pis, ce sont des vantardises d'amoureux. Si quelqu'un a davantage aimé sa ville que moi, à partir de 9 ans, puis ensuite à partir de l'âge de 18 ans où je suis revenu après les catastrophes, je n'ai fait que chanter Paris, le poème, la photo, le dessin, et alors la marche. On ne visite pas Paris avec chaussée de pneus, ni attire de bicyclette, comme c'est une folie actuelle abominable, sur roller, etc. On marche. Alors, contre les pneus et contre les rollers, nous allons lire un texte qui s'intitule La Mansarde. Ah non, on n'en est pas encore. Ah non, non, pas qu'on vous lise tout un poème. Non. Ah oui, mais il faut faire vite parce qu'il nous reste presque une heure. Mais il y a tous les événements de la guerre maintenant. Allez-y, mais on risque d'être un petit peu en retard. Alors, la Seine, Notre-Dame, traversée de la France en voiture, etc. Bien sûr, en traction avant, rouge, bien sûr, puisqu'on me demandait toujours mon avis pour la couleur de la voiture. Vous mettiez la fenêtre pour faire pimpon? Non, mon père étant commissaire, je n'avais pas besoin de faire pimpon. Hein. La guerre nous prend dans le bateau qui me remonte en Indochine. J'ai 11 ans. L'armée japonaise est aux portes de l'Indochine. Et pendant 3 ans, plus de 3 ans, amiral Decoux, qui a été limogé bien sûr par M. de Gaulle en 1945, tient tête aux Japonais et continue à faire flotter le drapeau français en continuant l'administration française, etc. Dalat, je suis à Dalat au lycée Garcin. Dalat, comme quand même la plupart de vos auditeurs le savent, devait être la capitale fédérale de l'Indochine. 1500 mètres d'altitude, parce que je me porte très mal à Ségon, il est trop chaud. Lycée Yersin, je fais,
des classes qui sont honorables. Je suis premier quand je le veux, mais comme je suis paresseux, et puis que j'en ai assez qu'on me tape sur la tête parce que je suis le premier, je fais semblant de m'en fiche, etc. J'ai jamais appris une leçon de ma vie. Je me rappelle de la classe, et quand on m'interroge, je réponds de façon honorable. Je construis ma première maison. Je veux être architecte. Je construis à 12 ans ma première maison. La villa Jean-Fred, à Dalat, entre les pins sur la colline. 7 décembre 41, Pearl Harbor. 26 janvier 1942, ma mère meurt à l'hôpital de Ségon d'un accident clinique sur lequel je n'ai pas du tout envie de m'étendre. Mon père me confie, toujours dans ma maison à Dalat, à une dame que je veux ici fêter rapidement, au moins en prononçant son nom, Madame Astaneras d'Ariège, de l'Ariège, parce que tous les produits de France peuvent pousser en Indochine à 1500 mètres d'altitude. Mon père meurt, ma mère 26 janvier 42, mon père 26 janvier 44. Encore 26, toujours. Toute ma vie est balisée par les nombres, et non pas par les chiffres, évidemment. Le coup de force japonais du 9 mars 45 est causé par, disons, alors comment dire pour être poli et ne pas être grossier devant un micro, la pantalonnade de Monsieur de Gaulle qui déclare la guerre au Japon alors qu'on est occupé. Immédiatement, tous les militaires sont passés par les armes, tous les militaires français, tous les hauts fonctionnaires sont torturés à mort, et les femmes et les enfants sont concentrés dans le centre de Ségon. En quelques heures, je dois quitter ma maison, j'ai tout perdu, y compris les albums de photos de ma mère, on attend encore une minute, monsieur le bourreau. Ce sont les bombes atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima qui nous ont sauvés. Le 15 août, le Japon demande l'armistice, et on est sauvé non pas par les Américains qui avaient juré justement la destruction de l'Empire français, surtout M. Roosevelt, et ni par les gaullistes, puisque Monsieur Leclerc est venu en Indochine pour sabler le champagne avec M. Ho Chi Minh, mais par les Gurkhas, c'est-à-dire les armées indiennes de l'Angleterre. Les Anglais ont beaucoup de défauts, mais il y a un côté chevaleresque chez eux, chevalerie de Saint-Georges. Vous partez quand alors d'Indochine ? Je débarque à Paris. Je débarque, pardon. J'ai la nostalgie, je voudrais bien que Paris soit un port de mer, il ne faut pas même pas exagérer. Je débarque à Toulon. C'est un port de mer, mais le quai est très long. Oui. Non, puis ça manque de marée. Ouais, la marée nauséabonde ne manque pas. Non, continuons, Jean-Fort, continuons. Je suis pas d'accord. Le 17 septembre 1946, je débarque à Toulon, entre deux rangées de CRS, qui nous protègent de la foule communiste, puisque on voit dans quel climat on était. Ça appartenait dans la famille de ma mère, où je suis très étonné de voir les maisons sans salle de bain et sans bibliothèque. Ça j'avais jamais vu ça. Depuis, ma foi, ça s'est un peu amélioré, mais quand même. Paris, l'école des Beaux-Arts. Je n'y reste pas longtemps, étant donné que mes mœurs s'opposent à d'autres qui sont beaucoup plus agressives. Je passe là aussi. Service militaire. Il va falloir vous décoder, il va falloir être très ésotérique. Non, mais si Jean-Fort dit j'essaye d'être rapide. Si Jean-Fort dit qu'il ne peut pas rester aux Beaux-Arts à cause de ses mœurs, c'est justement parce qu'elles sont parfaitement orthodoxes. C'est vrai. Exactement. Là, parce que là-bas, c'est plutôt de l'éroterrorisme. Oui, absolument. Du moins à l'époque. Il paraît que ça s'est un peu aplani depuis, enfin bon. Ouais. Maintenant, c'est légal. Et alors aussi bien à Parthenay, où j'ai vécu 1 an et où j'ai travaillé dans une usine, c'est une expérience excellente d'ailleurs, aussi bien, et ensuite
à Paris, avant les fleuves de voitures, c'est-à-dire entre 48 et 54, je faisais énormément de bicyclette. Et là, j'ai parcouru tout l'ouest de la France à bicyclette, depuis la Normandie jusqu'aux Charentes, en suivant vraiment les petits sentiers de douane, etc. Et tout. Ce sont les plus belles vacances, ce sont les plus belles choses de ma vie. Dessin, poésie et photo. Et là, hélas, hospitalisation à nouveau. Je suis dans l'enseignement. J'ai une crise en classe et je suis obligé d'arrêter ma brillante carrière d'enseignant. Et ça m'allait tout à fait. Bon. Pendant 17 ans, je fais 17 emplois, parce que c'est moi qui choisis mes chefs de service. Hein. Je n'ai pas la tête à obéir à n'importe qui. Hein. Alors je pars en claquant la porte, ce qui évidemment ne remplit pas beaucoup de portefeuille. Mais au moins mon honneur est sauf. Et je commence à faire des articles sur Paris pour un journal franco-espagnol. Et le 2 octobre 1961, je rencontre Jacques Darès et je commence à écrire des articles pour Atlantis. Et ça n'a jamais cessé pendant 30 ans. Est-ce qu'on peut ouvrir juste une parenthèse, oui. Jean Faure? Paul Lecourt, c'est un homme qui vous a, je crois, beaucoup marqué, et vous avez essayé d'opérer une synthèse Exactement. Dans votre propre pensée, Exactement. dans votre propre cheminement, entre Paul Lecourt et René Guénon. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de Paul Lecourt? Paul Lecourt est un homme, au point de vue psychique, extrêmement différent de René Guénon. Je les ai tous les deux plus qu'en estime. Et disons, je constate, parce que bien sûr on pourrait faire de nombreuses investigations sur le fait qu'ils ont été dans le même collège, dans la même ville de Blois, étant jeunes, etc. Il y a eu... Bon. L'un a trouvé en Occident ce que l'autre a trouvé en Orient. Voilà comment on peut Paul Lecourt en Occident et René Guénon en Orient. À la fois leur complémentarité et la source de leur antagonisme. Un antagonisme stupide. Et d'ailleurs là-dessus, je donne tort à tous les deux, qui avaient des têtes de bois. De toute façon, tous les gens qui ont du caractère l'ont mauvais. Et comment dirais-je, ce qui m'intéresse, c'est leur œuvre. Et Paul Lecourt, par exemple, c'est l'homme de l'Atlantide, c'est l'homme du Verseau, c'est l'homme du retour du Christ roi, etc. C'est un homme eschatologique, vraiment, Paul Lecourt, tout à fait tourné vers l'assomption finale. La fin du temps. Et la parousie. il est aussi imprégné de Joseph de Maistre et de tous les pères de l'Église que l'était Baudelaire. Car il faut que je vous dise qu'à Dalat, à l'âge de 12, 13, 14 ans, grâce à un professeur d'ailleurs qui nous ouvrait les portes de la littérature d'une façon très intelligente, et on voit qu'il aimait ça, quoi, il écrivait lui-même, de même que j'avais un professeur de sciences naturelles qui nous montrait le ciel. J'avais pas besoin de ça, mais au contraire, j'étais son préféré. C'est moi qui manipulais le théodolite, la lunette. Et grâce à ce professeur de français, j'ai eu vraiment les portes. Alors Balzac, ça énormément. Ça. À l'époque, bien sûr, Baudelaire, Hugo, Nerval, Balzac, Edgar Poe, tout ça à l'âge de l'adolescence, hein, bien avant, autour de 12 à 16 ans. Malgré toutes les vicissitudes, la mauvaise santé, etc. De toute façon, ma mauvaise santé et les insomnies m'ont aidé, puisque ça m'a fait gagner un temps fou. Puis surtout mon amour de la solitude. J'ai jamais touché un ballon de ma vie, ni je suis jamais rentré dans un dancing ou dans un bordel. Bon. Je crois que vous avez cité dans un de vos livres un des auteurs dont on commémore le 50e anniversaire de la mort cette année, qui est Georges Bernanos. Est-ce que Bernanos vous a influencé? Beaucoup, et d'ailleurs j'ai l'intention de faire une conférence avant la fin de l'année. Il y a également Mallarmé. Alors là, c'est peut-être à lui que je vais rendre hommage à ma conférence du 27 novembre. On donnera tout à l'heure les coordonnées pour que les gens puissent se rendre à votre conférence. Non, mais ça, la conférence c'est pour mon anniversaire. Oui. Je vais absolument inviter Mallarmé à mon anniversaire. Ah oui. Ça, écoutez, il va pas me refuser ça. Non. Un joli gâteau.
Peggy énormément, bien sûr. Vous avez vu comment je l'ai cité à la fin de, Oui. de ma France mystique. Oui, oui, oui. Et Finalement, la filiation des grands auteurs français, catholiques et mystiques. Exactement. Blois, peut-être aussi. Flaubert, Oui. Blois, évidemment, évidemment. Barbé d'Aurevilly. Mais bien sûr. Villiers d'Adam. Oui, bien sûr. Villiers d'Adam, Barbé. Et puis alors, les pères de l'Église, Platon, Plotin, et Saint-Bonaventure, Saint-Hildegarde. Et alors, vous allez faire une conférence ces jours-ci, mais comme cette émission va être diffusée, les gens s'y seront peut-être rendus, mais qui est quand même une conférence intéressante, qui est de l'ésotérisme chrétien des pères de l'Église à René Guénon. C'est ça. Vous voyez donc une Que je- filiation entre les pères de l'Église et la pensée guénonienne? Absolument. C'est grâce à Guénon que ma foi a été fortifiée en étant, disons, intellectualisée dans le bon sens du terme, que c'était une foi de poète. Elle est devenue une foi de connaissant, relativement. Je n'ai pas de prétention à l'universalité de la connaissance, surtout pas. Mais je veux dire par là que c'est lui qui m'a ouvert les portes, les portes des pères de l'Église et tout le reste. Et puis et voilà tous les autres, quoi. Raoul Auclair, Simone Veil, évidemment. Nicolas, et alors le très grand, le Nicolas de Berdyaev, Ah oui, oui. que je prends pour le Grand plus mystique grand, russe. le plus grand philosophe du siècle. Oui, oui. Gustave Thibon, bien sûr. Oui. Fritz Schuon, Anne-Catherine Emmerich, bien sûr, puisque je la cite longuement, surtout dans mon dernier bouquin. Joseph de Maistre, évidemment, qui est une des bases. Louis-Claude de Saint-Martin, Huysmans, et parmi les contemporains, qui sont morts il y a peu de temps ou qui sont en vie, Éric Murez, Jean Servier, Jean Anny, Jean Biès et Henri Montaigu. Alors j'allais justement parler d'Henri Montaigu, parce que je vois je le une regrette étroite énormément. connivence Mais entre bien sûr. vous et Henri Montaigu. Non, puis attention, Car il avait- vous avez été tous les deux, Oui. et vous qui vivez encore, lui qui a disparu mais qui est toujours présent dans notre Il habitait à tête, côté dans de notre chez cœur, moi. il a voulu concilier justement son ésotérisme chrétien Oui. avec son guénonisme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait, je crois, dans un de ses articles ou un de ses livres, c'est à nous seuls que reviendra la tâche de mettre Guénon sur les nouvelles tables de la loi et faire en sorte de pouvoir faire revenir le Saint Graal grâce à lui. C'est à nous seuls et à lui seul que nous devons que Guénon puisse revenir. Exactement. Puisse revenir. C'est très beau, ça. Vous voyez, je ne savais pas ça. Enfin, moi, je le fréquentais assez souvent. Il était... Et puis vous avez dirigé, enfin vous avez collaboré à sa revue Oui, oui, dirigée exactement. la place Royale. Et on dirait qu'il pressentait sa mort trop précoce. Il a beaucoup écrit, heureusement. Mais c'est peu diffusé, c'est très peu connu. Et puis la moitié de ses écrits ne sont pas encore publiés. Ah ben alors, justement, il faudrait... Et la place Royale, je crois, va s'en charger. Bravo. Alors là, je m'en félicite. Bon, alors, est-ce que maintenant je peux arriver à Paris? Oui. Je veux dire. Et à la géographie sacrée de Paris, puisque c'est un thème qui vous est cher. Attendez, on n'en est pas là. Une des choses fondamentales, c'est que la géographie sacrée de Paris, je l'habite. Je l'habite par une mansarde qui, dès le début, m'est apparue comme beaucoup très insuffisante en superficie, et qui est très exactement dans l'axe du décumanus, de l'axe solaire de Paris. Et c'est la raison pour laquelle vous allez Pascal entendre Brahimi La Lassalle Mansarde. va nous lire La Mansarde, poème de Jean Faure. Humanité noire et distraite que je refuse, voyageur d'un ciel ivre de ces rougeurs qui brûlent ici ma vie secrète, tu peux hurler tes tristes fêtes en bas, cris gras, gosier rageur, tu ne peux rien sur moi, plongeur et haut gabier de mes poètes. Ici je plonge dans le sang lisse et doré d'un crépuscule qui me délivre adolescent. Ici je nais, ici je brûle, tout vif en mon éternité, dès cette chaude nuit d'été. Alors, Jean à Faure. partir du moment où je suis dans cette mansarde, dans le Marais, parce que dès que je suis arrivé à Paris, même en 1937, j'avais donc 8 ans et demi, pour l'exposition internationale, aux côtés de ma mère, qui était très fière de son fils, qui s'intéressait à tout, qui lui expliquait tout, enfin dans la mesure où, vous comprenez, parce qu'il y avait des choses qui m'étaient complètement indifférentes, mais que de choses, enfin,
une des raisons pour lesquelles je suis crevé, c'est que je me suis intéressé à beaucoup trop de choses. Je me suis dispersé. Et il y a quelque chose que je confesse publiquement. Mon manque total d'ambition. J'ai horreur de, comment dirais-je, de la notion même de homme de lettres. Je suis un écrivain. Je suis avant tout un écrivain, c'est-à-dire un homme qui d'abord n'aime pas écrire, j'aime pas ça du tout, j'aime dessiner, vous voyez. Par exemple, quand je prends des notes, ce sont des notes en couleur, dessinées, calligraphiées. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un support de contemplation à travers ce que je viens d'écrire, exactement comme à travers un dessin. Mais alors, comptez le nombre, je suis assez étonné d'avoir écrit 9 bouquins. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Et en particulier le cycle de l'humanité adamique. Qui est un pavé, qui est un volume écoutez, important. il faisait 2000 pages. Ah et bon, alors, Madame Renard, auquel je rends hommage, qui était directrice des éditions d'Hervy dans les années 60, m'a prouvé qu'il fallait... Alors, c'est exactement comme l'obèse que je suis qui n'arrive pas à maigrir. Ça a été abominable de passer de 2000 pages à 700 pages. Je suis arrivé. Mais je pense avoir quand même, malgré cette restriction, être arrivé à un livre assez équilibré. Parce que c'est une véritable somme de la pensée, comment dirais-je, de la pensée traditionnelle sur l'histoire de l'humanité. D'autant que vous avez publié 260 autres pages dans la suite qui s'intitule Les portes du troisième millénaire, les astres, les prophéties et la fin de l'histoire aux éditions Ramuel. Parce que ce livre, le dernier de 94, qui complète le cycle de l'humanité de 1973, a pour but d'actualiser l'aspect eschatologique de mon cycle de l'humanité. Alors j'ai quelques questions à vous poser justement là-dessus, mais on poursuit sur Paris et sa géographie sacrée. Alors, si vous avez d'autres choses à dire. Il y a, bien sûr, quelqu'un qui aime Paris, et qui est un piéton, fréquente, les quais. Et les berges. Et là, les ponts. Alors j'avais fait, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, un poème par pont. Mais il y en a qui vraiment le pont de Bercy, par exemple, ne m'a pas inspiré des strophes dithyrambiques. Mais les 3 grands ponts de Paris, les 3 plus vieux, le pont Neuf, le pont Royal et surtout le pont Marie, que je trouve le plus beau, là, oui. On va demander à Jean Faure, cette fois-ci, de lire ce poème. Parce que je voudrais que pour une fois, ce soit vous qui puissiez lire ce poème. Parce que ça me paraît important qu'on connaisse aussi votre façon de lire vos propres poèmes. Ah, mais j'en aurez des exemples tout à l'heure et peut-être vous regretterez votre initiative. Non, je crois pas. Pour Marie. Mai 1962. Pierre des quais. Ô mes grimoires, écrits d'antiques animaux, pierre des quais, pierre des mots, où va cheminant la mémoire. Hanté jusqu'à la rêverie, quelques méritoires passants, pour qu'ils découvrent, surgissant dans la clarté, le pont Marie, et qu'ils savourent la musique de ces piles robustes. C'est le haut vertige cadencé d'une sérénité. Et c'est, entre les arches sombres, un jeu royal et solennel, un haut navire plein de ciel et qui s'enchante de ses ombres. Eh bien, je ne regrette rien, Jean Faure. Bon, tant pis. Vous êtes un peu flatteur, mais c'est gentil. Oui, il est un peu flagorneur, quand même. Pas du tout, pas du tout. Justement, je vais l'être encore moins en vous demandant maintenant d'aller très très vite parce qu'il nous reste une demi-heure. Donc si vous pouvez aller à toute bière-zinc, ça serait pas mal. Déjà, on a dit déjà des choses essentielles. Essentielles, mais maintenant, il faut aller très très rapidement. Alors, s'il y a quelque chose... J'en supplie, vraiment. S'il y a quelque chose pour laquelle je me suis jamais fait beaucoup d'illusions dès mon arrivée en France, c'est la possibilité de communiquer avec les Français par la poésie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ceci. Que monsieur Pascal Brahimi-Lassalle va pouvoir nous lire. Très rapidement, mais avec épanouissement spirituel. Poète, plus ne nous écoute une humanité plongée toute dans les délires du progrès. Qui donc au siècle de l'utile pourrait respirer dans les villes notre âme pleine de forêts?
Doux farfelus, funestes dingues qui pleurons au milieu des bringues et crions d'espoir dans les deuils, pour nous plus même quelque insulte, quelque ironie, dans le tumulte qui verrait même nos cercueils. Qu'importe qu'au milieu des fêtes nous crevions comme des prophètes ou que mendiants tendions la main, l'avenir brûle dans nos rêves et demain, s'il faut que l'on crève, nous revivrons après-demain. Et je voulais simplement signaler, Jean, que vous avez dédié ce poème à Élisabeth et Rosette Borione. Oui, Elisabeth est une très bonne poétesse. Un grand poète, c'est une dame très âgée maintenant. Je crois qu'elle nous écoute et on lui adresse de bien affectueuses pensées. Ah oui, alors là, c'est gentil de m'y faire penser et j'applaudis. Alors, parmi mes... Je décolle quand même des berges de la Seine. Et mes investigations pédestres, et j'ai l'impression que je le paye maintenant. Et prenez un avion pour arriver, parce que là, il nous reste une demi-heure. Il faut aller très très rapidement, hein, vraiment, si on veut aller jusqu'au bout. Après, il reste 2 poèmes, je crois, à lire. Mes investigations vont de la butte Montmartre à Vaugirard, des Champs-Élysées à Vincennes, mais surtout, tout tourne autour de la scène de Notre-Dame et du Marais. Et voici, à l'angle de la rue du Temple, près de la rue des Francs-Bourgeois, il y avait un passage qui s'appelait le passage des singes, tout simplement parce qu'il y avait une ménagerie là au XVIIe siècle. Je t'ai vu, passage des singes, petite fille aux yeux de vent. Tu chantais. Tu pendais du linge. Il y a de cela longtemps. Un jour, j'ai poussé cette porte où je n'entendais plus chanter. Un homme m'a dit « Elle est morte à la pointe de cet été ». Puis on a fermé le passage. On a déposé des gravois, sans pouvoir éteindre la voix ni détruire le beau visage. Ainsi, Paris plein de chansons me regarde de ses fenêtres, et toujours pour mieux le connaître, j'y redeviens petit garçon. Paris, quand tu verses le baume de ta nuit sur tes quais déserts, en moi, souvent je vois ouverts les yeux de mes petits fantômes, et comme je suis transparent, je marche habillé de poèmes, afin d'écrire sur le vent la voix des enfants morts qui m'aiment. Juin 66. Christophe Levallois, juste avant que Jean Faure ne reprenne la parole, qu'est-ce que vous évoquent ces poèmes et le contenu de ces poèmes? Puisque je sais que vous aussi, vous aimez beaucoup la poésie traditionnelle. Une très grande sensibilité et justement une démarche de connaissance. C'est-à-dire que par-delà l'immense savoir de Jean Faure, et lorsque on lit ses ouvrages, on se rend compte de son immense érudition, on sent la sensibilité, et comme il le signale lui-même, c'est cette sensibilité, cette suprasensibilité, vous avez raison, cette connaissance qui, à mon sens, est la plus sûre indication de la légitimité de sa démarche Serge de et de Becquet. sa justesse. Je pense à Villon depuis le début. Oui. Je trouve que Jean Faure est le successeur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai attendu, je j'aurais pense pas que pensé. si Villon avait vécu l'éternité, aujourd'hui il s'appellerait Jean Faure. C'est vrai, je retrouve exactement J'espère que je n'aurai pas la même fin. Oh, il n'y a pas de corde. FIN. Il n'y a pas de corde assez forte pour ça. Oui, ça se casserait, d'accord. Maintenant, Jean Faure. Une question à vous tous, c'est moi qui vous la pose. Oui. Je vais vous dire une petite phrase très courte, je vais vous demander de qui c'est. J'ai des souvenirs de ville comme on a des souvenirs d'amour. C'est splendide, ça, de qui c'est. C'est du XXe siècle. Hein, Je dirais la grande Simone Veil. Je tente. Ça pourrait être. Non, mais c'est quelqu'un de plus... C'est de Valérie Larbaud. Ah oui. Et c'est l'introduction à... Vous voyez comme c'est court, ce poème. À Venise. Venise. Où j'ai passé de quelques heures. Un poème. Il faut oui, quand Serge même Becquet. être assez culotté pour écrire un poème sur Venise. Oui, oui. Écoutez, pas donné tout le un monde. pantalon, alors je veux bien être culotté. Oui. Pascal Brahim-Milassa va nous lire ce poème Venise. À toi, rieuse,
À toi, sacré, qui me délivre de tant d'infimes cris d'ombre et de vanité, mystérieuse, à toi, j'ose immoler, clarté, ma surprise de tant de campaniles ivres, mon ivresse de vivre explosée par les eaux, parce que l'or, la mer, le marbre et les oiseaux sont ici plus mêlés qu'en aucun lieu du monde, et qu'ils offrent au Dieu soleil la plus profonde musique de toits d'or qu'on livrât à l'été. En toi rieuse, en toi vénitienne clarté. Alors là Jean-Fort. vient quelque chose qui a été très important dans ma vie, la rencontre avec Paul Barbanegra. Oui, très important. Comment dirais-je, cinéaste roumain plein de talent. Qui a fait donc des films entre 74 et on s'est 82. rencontrés en juillet 74 à Versailles, j'étais en train de faire ma conférence, il m'a mis la main sur l'épaule, je crois que c'était, enfin pour ça va. Et de quoi a-t-on parlé 2 minutes plus tard de Guénon. Alors là, j'ai pu absolument travailler avec lui pendant 7 ans. On a fait 5 films, dont j'ai été le scénariste et le commentateur. Un de ceux-là avec d'autres collaborations. Et ces 5 films, Eva les a énumérés tout à l'heure. Et parmi ceux-là, un de mes préférés, c'est le Mont-Saint-Michel et l'Archange Lumière. Et de là-bas, j'ai écrit une lettre à mes amis. Lettre du Mont que va nous lire Pascal Brahmi-Lassalle. Amis, je vous écris penché sur les limons de ce golfe où les cieux dansent une ivre fête, les yeux vers le couchant où saignent les prophètes, entre la flèche et l'algue, en la proue des tempêtes, je vous écris depuis les terrasses du mont. Je vous écris aussi dans l'ombre de l'église où le granit doré creuse le ciel de feu. J'attends midi, j'attends la messe, et dis à Dieu, merci d'avoir élu pour nous un si haut lieu et fait de ce rocher une terre promise. J'entends, amis, des coups de foudre répétés. Ce sont les rythmes d'or des célestes vendanges, ce sont les vents de l'ouest en leur vertige étrange, ce sont les battements des ailes de l'archange sur ce roc où le temps touche l'éternité. Ô Saint-Michel en nous, gardien de l'espérance, par tes sables, tes eaux, tes rochers et tes feux, fais que notre prière en toi monte en ce lieu, au seuil d'or et de sang où tu contemples Dieu, afin que soient sauvés l'univers et la France. Eva, vous êtes mon assistante avec Serge de Beketch pour cette émission. Vous avez présenté Jean Faure, mais je crois que vous connaissez Jean Faure depuis très longtemps et vous comptez peut-être écrire un livre sur lui. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire en quelques mots? Est-ce que je pourrais, en un mot ou deux, bien sûr. faire une petite incidente au sujet des poèmes de Jean Faure? Il me semble qu'on n'a pas assez souligné, peut-être, la dimension lyrique de ces poèmes. Et je trouve que la façon vibrante et hypersensible qu'a Pascal Brahimi-Lassalle de les dire convient parfaitement. Et il a été aussi très bien, l'intervention de Jean Faure qui a dit certains autres poèmes, justement, cela forme une unité et donne une grande force à ces textes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je crois que Christophe Levallois, Serge de Beketch, vous acquiescez à cela. Moi, je dois dire que j'ai honte d'avouer que je ne connaissais pas les poèmes de Jean Faure. Je connaissais ses livres prophétiques, mais pas ses poèmes. Je suis totalement enthousiaste. J'efface votre honte. Alors que je ne suis pas très porté à la poésie, mais ça c'est d'une beauté rare. Et ça m'étonne pas, parce qu'il y a un dicton qui dit qu'un saint triste est un triste saint. Alors je ne sais pas si Jean est un saint, je ne crois pas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un prophète, et je crois qu'on peut dire exactement la même chose. Un prophète triste est un triste prophète. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean est le prophète de la fin du monde, mais joyeux, gai, parce que dans l'espérance. Tout à fait, ouais. Christophe Levallois. Oui, pour moi, Jean Faure est véritablement poète parce qu'inspiré. Il ne peut y avoir de poète comme inspiré et inspiré par le monde céleste. Et toute sa poésie en témoigne.
Et par-delà la qualité du vocabulaire, c'est justement cette inspiration qui rend cette poésie belle et émouvante, parce qu'elle touche au cœur. Mais est-ce que c'est pas quand on s'enracine au plus profond de l'humain qu'on a des chances de s'ancrer le plus dans le divin? C'est Est-ce évident. que c'est pas quand on est vraiment sur la terre et Mais qu'on bien est lié sûr. aux autres, à la société, qu'on arrive à être lié au monde céleste? Tout à fait d'accord, et c'est la raison À la pour terre comme sur le laquelle ciel. ce poème va venir exactement pour illustrer ce que vous venez de dire. Nuit d'été. Enraciné au monde des autres. Oui, Nuit d'été. Un poème Parce de que vous savez, 1981. il y a diastole et systole. Il y a des poèmes qui sont une évasion vers autrui, puis d'autres qui sont une concentration au contraire. Et j'ai fait un lapsus, j'ai dit mai 81, ça nous rappelle une bien mauvaise date. Août 81. C'est un des derniers poèmes de Jean. La joie de côtoyer un ami, homme ou femme, le silence fervent qui sourd entre deux âmes en des instants qui sont déjà d'éternité. Je les revis au cœur de cette nuit d'été où toute la forêt de mémoire s'enroule. Ces toits où le lait chaud de toute l'ombre coule. Ces toits sont traversés de visages anciens qui tournent, parfums bleus et regards musiciens. Tout le ciel de la ville ici flotte et se plie à ce chant de bonheur et de mélancolie où germe la rumeur d'un indicible vent. L'âme des morts sourit au songe des vivants, déroule en leurs yeux clos le fil du labyrinthe et leur montre comment ils passeront l'enceinte. C'est tout le ciel en cette nuit qui vient fleurir. Ma fenêtre est ouverte et ma lampe est éteinte. Les âmes de la nuit enchaînent mon désir, et je suis déjà mort, puisque je dois mourir. Le dernier vers est une citation de Marceline Desbordes-Valmore. À la terre comme au ciel. Chant fort. Et alors, je vais enchaîner immédiatement sur le poème suivant. Immédiatement, Mais je vous oui. fais remarquer, étant donné que, bon, il faut tout avouer maintenant, à 70 ans, je n'ai plus rien à cacher, et de toute façon, je n'ai jamais rien caché. Je parle devant la photo de ma mère, la seule que j'ai pu sauver du désastre. Alors nous ne sommes pas J'ai tout télécourtoisie, perdu. les auditeurs ne verront pas la photo, mais en revanche, nous la voyons et c'est une très très jolie Et photo. non, mais c'est pour vous dire que dans quelle inspiration je fais cela. Ouais. Alors, il y a un poème qui peut être impudique, je ne sais pas. Enfin, sur le plan de l'effusion spirituelle Et de toute et façon, sensible. vous êtes un régulateur spirituel, un dilateur spirituel. Ce poème est dédié à Jean-Louis Baritou, il est de septembre 69, et il s'appelle Le Pèlerin. Oui. Marche, mon âme, cœur avide, sous le grand calice étoilé. Si la berge n'est pas solide, plonge au grand fleuve constellé. De rive en rive, route sainte, tu déroules tes vieux étangs, tu es longue comme le temps, obscure comme un labyrinthe. Si je fais sonner mon bâton sur les pierres de cette berge, c'est pour pouvoir trouver le ton et chanter clair jusqu'à l'auberge. Mais je préfère les oiseaux, qui volent mieux que mes musiques, et le vent funèbre et tragique qui me répond dans les roseaux. Eux seuls, qui savent mes souffrances, m'accompagnent sans se moquer. Ils savent tous mes sobriquets et le pourquoi de mes errances. Ils ne font pas comme ces gens qui me lancent le mot poète, oui, le mot poète à la tête, en croyant se faire outrageant. Oiseaux, roseaux, et vous nuages qui savez mes pays secrets, je vous dédie tous mes rivages et je vous offre mes forêts. Ma vie est une vieille étoffe où je brode en vain quelques fleurs. Je suis agrégé, est-ce douleur, je suis docteur en catastrophe. Mon espérance aujourd'hui veuve pleure l'espoir enseveli. Dans mon sac, j'ai mis les épreuves d'un livre où personne ne lit. Qu'importe, ô route, si je saigne, je trouverai l'eau de mes puits. Déjà le fleuve où je me baigne, c'est la lumière de ma nuit. C'est très très beau.
nous allons maintenant bientôt terminer. Jean Faure, par 2 poèmes. Oui. Il y en a plus que 2. Donc oui. Et après, je pourrais vous poser des questions. Mais bien sûr, mais il faut quand même qu'ils soient un peu dans le corps, parce que là, nous venons de toucher, si j'en dire, une fibre sensible. Il ne faudrait pas tomber dans des choses trop profanes maintenant. Non, vous inquiétez pas. Vous savez que je ne relis jamais mes poèmes, que je suis moi-même très touché, très bouleversé en les lisant. C'est très curieux parce que je les objective, surtout quand ils sont calligraphiés comme ça, je veux dire photocopiés d'une façon assez grande. Alors, Pascal Bramy-Lassalle, vous nous lire un poème vous voulez, là, je suis donc dans les années 80 et je suis dans... j'ai écrit pratiquement mes 8 bouquins, auxquels je vais ajouter un 9e, Les portes du 3e millénaire. Et de plus en plus, mon inspiration, mes conférences, vont vers l'eschatologie, c'est-à-dire l'investigation de l'avenir, et non pas du futur, comme on dit. C'est pas français de dire le futur. Le futur, c'est un mode de conjugaison. Ce qui est devant nous, c'est l'avenir. Et là, bien sûr, alors... au fond, toute ma vie, en particulier mon cycle de l'humanité adamique, est dirigé vers la fin du cycle, vers le grand monarque, vers la parousie, vers le millénium et le retour du Christ. Est-ce qu'on peut juste préciser que l'eschatologie, c'est ce qui annonce la fin des temps, et qu'après la fin des temps, advient la parousie, c'est-à-dire le grand monarque qui vient rétablir la justice? Non, le grand monarque est dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est ce qui conduit précisément... La parousie est hors de l'histoire. Oui. C'est l'apothéose finale qui clôt complètement l'histoire. Alors justement, il y a un poème que va nous lire Pascal Bramy-Lassalle. Les 2 poèmes qui vont suivre lient à la fois cette contemplation de la fin des temps, avec une angoisse très humaine, et en même temps une foi, je pense... incandescente. L'aube future. Peut-être. Ce monde ne vaut pas qu'on y mette le feu. Si j'y demeure absente, il brûle encore bien mieux. Et la bouche blessée d'inutiles oracles, je laisse un œil distrait glisser sur un spectacle dont je ne sais déjà que l'insondable ennui. Loin des piétons du jour, je rentre dans la nuit qui seule imprime en moi de durables empreintes et dont les angles doux disent mes labyrinthes. Ici coulent de vraies fontaines de clarté. En moi le temps déjà devient l'éternité, et l'espace à mon chant lucide se résume en ce temple secret de cristal et d'écume qui contient tous les cieux et tous les océans. Ce temple en moi visible offre au gouffre béant la musique d'un âge à venir et qui verse un sel immaculé sur les villes perverses. Un sang fait de lumière aux veines des damnés, un vent de vie sur les cadavres calcinés. Ô mort, fais vite, ô mort, achève l'imposture de ta fausse victoire écrite, que rature patiemment chaque nuit mon espoir obstiné. Déjà ma nuit qui brûle ouvre une aube future et berce en ma ténèbre un soleil nouveau-né. Voilà, avant de lire le 2e poème, je voudrais vous rappeler que nous sommes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal de Serge de Beketch, avec Eva, Arnaud Guyojanin, qui reçoit donc Christophe Levallois, écrivain co-organisateur des cafés métaphysiques, des conférences Salle Invictus, François Planten, neuropsychiatre, qui était obligé de nous quitter, Pascal Bramy-Lassalle, qui est lecteur de Jean Faure, autour d'une émission sur Jean Faure qui est présent et qui nous parle de son itinéraire spirituel, avec comme illustration ses plus beaux poèmes. Et Pascal Bramy-Lassalle va nous lire un autre poème de Jean Faure, je crois. Alors c'est un extrait de Rayon d'or, la fin de ce poème, et c'est une prière. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer que par une prière, enfin du moins terminer les poèmes. Terminer les poèmes, oui. Je vous louerai, Seigneur, jusqu'à mon dernier râle. Sous mon toit de Paris ou dans les cathédrales, je ne cesserai pas de glorifier le jour, la nuit, le vent, tout ce que porte votre amour. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je chante en mon ombre étoilée votre clarté vivante. Ô non, Seigneur,
Je ne suis pas un érudit, rien qu'un enfant qui se souvient du paradis. En mon ivresse rouge où tournent mes orages, votre livre de vie s'ouvre page après page. Je reconstruis en moi les mystères anciens. Mon seul honneur étant ces mots, je me souviens. Aussi sais-je pleurer sur ma royauté morte, tourner vers le pays de l'au-delà des portes. Moi aussi je vivais en cette Arcadie-là. Seigneur, prenez l'enfant et ouvrez-lui vos bras. Jean-Fort, vous voulez ajouter quelque chose? Non, parce que c'était une sorte de testament, ça. Alors, non, franchement, je crois Alors, que... C'est une musique, la musique est de la démo. ce poème est daté de C'est un des tout derniers, je crois que c'est le dernier de vos... 1990 Non, 80 Avril 82, je crois. Que Avril 82. Vous n'avez pas écrit d'autres poèmes depuis 1982? Pratiquement pas. Vous ne vous en sentez pas la force? Non, ou c'est une renonciation volontaire? Avoir mes contemporains, un flot de... disons de bile me remplace pour moi l'encre que je pourrais utiliser pour écrire d'autres poèmes. Il y a un mur total de la part des Français actuels qui n'existait pas. Dans les années 30, quand j'étais en classe, etc., il y a des gens qui étaient des commerçants, des planteurs, des douaniers, etc., avaient reçu une éducation telle qu'ils vous récitaient une partie comment dirais-je, de Vigny, de Musset, des pages entières de Hugo, etc. Oui, mais Jean-Fort, vous qui C'est avez extraordinaire. annoncé depuis longtemps la fin des temps, et on reviendra peut-être sur les dates et sur les prédictions que vous avez faites, vous vous doutez bien que la plupart de nos contemporains, de toute façon, n'ont pas accès à une lecture aussi, je dirais, initiatique que la vôtre. Donc les poèmes que vous vous croyez avez qu'on susceptibles m'a d'écrire... ouvert des portes, moi? Non. Mais personne, je n'ai jamais eu de Mais maître. vous avez écrit quand même de toute façon pour un petit nombre. Je suis un autodidacte. Vous continueriez total. aujourd'hui. Vous Mais- continueriez mais- aujourd'hui. mais enfin, j'ai eu envie en moi. Il y a eu un flot qui m'a fait ouvrir écrire des poèmes. Donc vous pensez que même ce tout petit nombre susceptible éventuellement de vous lire et d'apprécier les poèmes Oui, que vous écrirez, vous ne pensez qu'il n'existe pas? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Mes cantates du temps et de l'éternité sont pas vendus. On en a vendu, je sais pas, peut-être 300 sur 2000. Et ma France mystique ici Mhm. va être bientôt mise au pilon. Oui. Parce que le mot Dépêche- mystique, les Français ne savent pas ce que c'est. Dépêchez-vous d'acheter Mystique- La France mythique chez Derby. Mystique, c'est une secte pour eux. C'est l'hystérie, c'est je ne sais pas Oui, quoi. oui, oui. Vous savez, on a coupé vraiment toutes les racines, je dirais, de l'intelligence même élémentaire. Mais finalement, Et nos contemporains. la censure dont vous êtes victime, tout ce qui peut y avoir de plus décadent ou de plus confus dans le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui peut vous offusquer, n'était-il pas prévu puisque nous Bien vivons sûr, dans mais c'est l'âge évident. de fer, nous vivons Mais c'est dans évident. un âge où tout est plombé, donc Et vous ne c'est pouvez d'ailleurs- pas en être totalement étonné. C'est d'ailleurs une des Ça vous raisons touche pour au premier. lesquelles nous sommes à même de supporter la chose. Oui. Mais supporter, ce n'est pas ne pas souffrir. Alors vous avez fait de nombreuses prédictions pour la fin des temps. Alors J'avais vous étiez- prévu à une année près Oui. la fin du communisme. Oui, oui, la chute du mur de Berlin aussi. Oui. Hein. Vous avez écrit dans certains livres que vous... Ah, c'est Nostradamus, mais est-ce que c'est aussi la prophétie des papes, selon laquelle la fin des temps, ce serait 2026? Oui, Est-ce que bah, ça- je est-ce que suis ça pas vous le seul, paraît- là. Oui, est-ce que ça Je vous suis pas le paraît seul. être la bonne date, ou est-ce que vous êtes revenu sur cette date-là? Disons autour de, je dirais, une fourchette 2026-2030. Alors, est-ce que vous pourriez Je nous le expliquer... mets en toutes lettres dans mon cycle de l'humanité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots astrologiquement ou numérologiquement ou astrologiquement, kabbalistiquement, comment vous pouvez affirmer que en 2026 la fin des temps Non, arrivera? j'ai pas dit 2026, j'ai dit une fourchette Ouais. qui tourne autour de 2026-2030. Alors Attention, qu'est-ce que parce veut que dire si ça? vous vous êtes trompé, on viendra vous demander des comptes. Non, mais je ne serai pas là d'ailleurs. Je vous en ne vais savez. pas vous attendre. On ne pour connaîtra recevoir ni des le coups, jour hein. ni l'heure. Non. Je serai de l'autre côté du miroir. Non, mais d'abord, il faut que je ne peux pas expliquer ça en 30 secondes. Il faut que vous lisiez mon cycle de l'humanité. Et là, c'est la loi des 4 âges.
Et c'est le fait que si la France, si l'épopée de la France de 496 Clovis à 1792 Louis XVI dure 1296 ans, c'est le 20e de la précession des équinoxes. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés, surtout ceux de l'Église catholique et celui de la fille aînée de l'Église avant qu'elle devienne une putain comme la France est maintenant. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés par la précession des équinoxes. Et ça, ça a été l'apport allusif de Guénon et tout à fait explicite et détaillé de Paul Lecourt et de Raoul Auclair, cet homme auquel je n'ai pas encore, je pense, assez rendu hommage. Et à partir de tous ces éléments, chacun parlait de façon dispersée. Et moi, j'ai fait la synthèse de tout. Et j'ai montré que tous ces gens avaient reçu, pour ainsi dire, une sorte de message du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas entièrement développé, et que c'était peut-être moi, qui avait le pouvoir, la tâche, le devoir de faire quelque chose de cohérent avec ces éléments dispersés. Et là, on arrive à la date de 1917, à la date de 1989, et puis ensuite, nous sommes maintenant, pour dire, dans la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui n'est pas du tout le New Age du syncrétisme et de l'œcuménisme de bazar, de l'occultisme, mais au contraire, qui est d'abord un grand bouleversement préalable, et ensuite l'ouverture du millénium. C'est le millénium dont l'Église apostate de Rome ne veut pas entendre parler. Alors qu'elle est en toutes lettres dans tous les pères de l'Église, en particulier dans Saint-Irénée. On va conseiller, je crois, à tous les auditeurs de se reporter à vos livres pour approfondir ce que vous nous avez dit pendant cette émission. J'espère que de nombreuses personnes se seront déplacées pour le colloque Sol Invictus que nous avons organisé donc la semaine dernière, puisque au moment où se déroulera cette émission, nous serons le 28 octobre et que vous avez la gentillesse de venir le 23 octobre sur le thème la géographie sacrée de Paris. Je rappelle, mais vous allez pouvoir après, Jean-Fort, nous donner une conclusion pour nous dire, non pas comme vous voyez le futur, mais l'avenir, pour vous dire que le 20 novembre, nous recevrons justement Jean Borella à la conférence de Sol Invictus sur le thème Gnose et christianisme. Vous voyez, on reviendra sur ce thème que Jean Borella a beaucoup étudié, notamment dans son dernier livre Ésotérisme guédonien et mystère chrétien aux éditions de l'Âge d'Homme. Je rappelle que vous pouvez venir à Sol Invictus. Alors l'adresse, nous l'avons avec Christophe Levallois. Sol Invictus, c'est 4 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, à partir de 20h, le vendredi 20 novembre, avec Jean Borella, sur le thème Gnose et christianisme. Vous avez dit tout à l'heure que vous parleriez également de Bernanos lors d'une de vos conférences, et nous organisons le vendredi 18 décembre, avec Luc-Olivier Dalgange et Galabé Guillaume Delarme ainsi que moi-même, toujours pour Sol Invictus, nous organisons une soirée Bernanos. Le prochain Café Métaphysique se déroulera là aussi en novembre sur le thème merveilleux, fantastique et tradition, un panorama littéraire, le vendredi 13 novembre avec la présence de Pascal Land au Café Cluny à partir de 20h, mais vous pouvez téléphoner à la Radio Courtoisie si vous voulez de plus amples précisions. Je parle de Sol Invictus parce que Jean-Fort, dans la préface toujours au livre de Maurice Conat, 3e millénaire ou 7e, pour interrogation à la France de la parousie, vous y faites allusion à ce soleil invaincu. Vous écrivez « Il y a un demi-siècle que dans mes livres, mes articles et mes conférences, je m'efforce de donner voix à ceux pour qui le sens de l'histoire n'est pas celui que l'on croit, ceux pour qui le prétendu progrès n'est que décadence et fuite vers le gouffre, et ceux pour qui le Sol Invictus, qui illumine la fin des temps, ne monte pas de l'homme mais descend de Dieu. » Est-ce que vous pourriez nous donner une conclusion, peut-être un peu rapide, pour cette émission? On se reportera de toute façon à vos écrits, à vos livres, à vos conférences. On s'y rendra, j'espère, nombreux, mais que vous puissiez nous dire comment vous entrevoyez l'avenir. Dans notre prison terrestre, une prison avec de jolies perspectives à travers les fenêtres, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas doute, je suis dans un patio d'amitié que j'ai beaucoup apprécié, mais il est évident que tout cela, c'est des morceaux d'un puzzle non pas un puzzle comme disent les prétentieux, qui ne sera vraiment réassemblé que de l'autre côté. Et nous devons marcher, même dans la nuit, vers un but qui est
notre petit apocalypse personnel, notre petite mort, et ne pas penser à nous. De toute façon, Saint Jean nous l'a dit, si vous avez la foi, Dieu vous pardonne, vous devez marcher sans crainte. Marcher vers où? Vers une sorte de volonté de communier dans l'âme de l'humanité pour que converge à la fin des temps, dans le sens de la parousie, justement, toutes ces aspirations, toutes ces révélations qui ont formé la tradition. Merci Jean Faure. Je crois que cette émission aura été passionnante pour tous. Je rappellerai juste qu'on peut envoyer 100 francs à l'adresse Sol Invictus, 3 rue Balzac, 91 410 Dourdan. Sol Invictus, 3 rue Balzac, 91 410 Dourdan, pour se procurer le numéro 1 du 4 pages que nous avons lancé avec Christophe Valois, qui s'appelle Tradition, lettres d'information du cercle Sol Invictus, pour bénéficier de nombreuses choses. Et puis je voudrais surtout remercier Serge de Beketch, qui m'a fait l'honneur de pouvoir faire cette émission. Et je le remercie de son amitié, de sa générosité, de son humanité. Merci de m'avoir fait connaître un aspect de Jean Faure que j'ignorais, mais ça ne va pas durer maintenant. Je vais me précipiter sur les cantates du temps et de l'éternité qui sont parues aux éditions du Borrego, je le signale aux amateurs. Merci Jean Faure, merci Christophe Levallois, et merci Arnaud Guyot-Janin. Je voudrais rappeler que mon troisième millénaire est disponible, parce qu'il y a beaucoup de libraires qui disent on ne connaît pas cet éditeur. C'est la diffusion d'EG. C'est quelque chose que connaissent les éditeurs. Ou alors on peut demander peut-être son Minitel. 3615, Libre Journal, on donnera l'adresse. Exactement. Merci Monsieur Brahimi, merci Madame Eva. À la semaine prochaine. Merci. Pas la semaine prochaine car ce sera Lugan, mais dans 15 jours. Que Dieu nous garde.